L'enfant attend encore une poignée de secondes. Une douce peur frémit sous sa peau, une de ces peurs délicates qui mènent à l'inconnu. Il ouvre la porte de la stalle, entre, la repousse et s'en tient là. Le cheval renacle, recule, se calme un peu et s'immobilise contre le mur du fond. Il ressemble à une pierre de jet enfoncée dans un banal rocher, une enveloppe démoniaque où brûlent des feux. L'enfant n'est rien face à l'animal, il le sait, et pourtant il marche vers lui. Ses pieds nus foulent la paille maintes fois tassée par la bête prodigieuse, qui dresse fièrement la tête sans jamais la baisser tout à fait. Debout, désormais sous la gorge, l'enfant lève un bras, le tend au maximum, et de la pointe des doigts ne parvient qu'à effleurer la naissance du poitrail. Janus, réputé pour sa fougue et sa part indomptable, héritage de la sauvagerie de ses ancêtres, soulève un sabot, le repose et le soulève de nouveau, toujours plus haut, toujours plus fort, observant ardemment l'enfant. Et les martèlements dévorent l'espace qui les sépare à peine. Il ne s'agit pas d'exprimer une véritable colère, plutôt l'esquisse d'une puissance animale. À cet instant, l'enfant devrait être terrifié. Il ne l'est pas. Ses yeux brillent de fierté, déclament un bonheur silencieux. Puis, il baisse la tête, ferme les yeux. Attend. Attend que naisse enfin l'inconcevable lien, le temps de donner à l'animal l'occasion de l'épargner ou de lui offrir le néant. Peu importe ce qui se passera ensuite. Cela doit être. Gabriel. J'ai avancé en âge, traversé le temps en voyageur obéissant et attentif, et me voici toujours entre les mains du Seigneur, paré de confusion. En vérité, je ne les ai jamais quittés, même s'il me semble qu'en maintes occasions, il n'a su que faire de moi. Par mes actes, au moins, je ne l'ai jamais trahi. Je me souviens du jour où me fut octroyé l'insigne honneur de servir l'Église sous l'égide du chanoine D, en la cathédrale du Thé, bercé par le Veni Creator en fond sonore de ma profession de foi. En pensée et en parole, une main sur les évangiles en guise de paraphe, que Dieu me soit en aide et ses saints évangiles. J'embrassai ensuite la froide pierre de l'autel, offrant mon cœur à la passion du Christ. Ce baiser dont je garde encore le goût lorsque me vient le désir du souvenir, comme tout homme qui souffre du présent. Mes parents auraient désiré que je m'élève plus haut dans la hiérarchie ecclésiastique, en tout cas plus haut qu'une simple charge pastorale. Ils ne sont plus là pour m'en faire grief, ni me pousser à plus d'ambition que je n'en recèle, disparus trop tôt, comme l'on dit en pareilles circonstances. J'imagine que s'ils m'ont appelé Gabriel, c'est qu'ils avaient l'idée de tracer à l'avance une voie qui me mènerait directement au sacerdoce. Je pense encore souvent à eux, différemment que de leur vivant, bien sûr. Nos conversations sont désormais apaisées, et je dois reconnaître qu'ils n'avaient pas tort surtout, ni raison non plus. Je ne crois pas avoir jamais douté de la sainte parole. Ce n'est pas de Dieu dont il est question, mais des hommes et des femmes que j'ai eu à côtoyer tout au long de mon existence. Peut-être aurais-je dû me faire moine, pour ainsi moins endurer leur contact, les tourments de leur âme. Je me serais baigné dans mon propre silence, occupé à prier, méditer, lire les textes sacrés, examiner ma conscience au creux du grand mystère. Une forme de liberté, à mon sens bien supérieure à celle qui m'apparaît aujourd'hui comme asservie par ma foi. Et ce divin impôt que j'ai toujours payé, jour après jour, ne m'a jamais semblé aussi pesant que maintenant, dans cette conjonction où l'humain et le sacré ne veulent se mêler. Faut-il vieillir pour voir grandir le doute de n'avoir pas été à la hauteur de ma mission? Vieillir, est-ce la seule façon d'éprouver durablement la foi? Je ne suis pas un ange. Même le plus vertueux des hommes n'est qu'un homme et ne peut prétendre à plus que cela. Je n'ai rien de commun avec la représentation cloquée des chérubins qui ornent la voûte de l'église.
Ce n'est pas l'idée que je me fais d'un enfant. Ces petits anges qui perdent leurs ailes en grandissant, avec leur chevelure opulente, leur corps trop adulte, leur indécente nudité, ne ressemblent pas aux miens. J'attends chaque jour que la peinture s'effrite encore un peu et tombe en lambeaux. Je ne ferai rien contre. Je n'ai jamais voulu fouiller ce trouble. C'est un élan que je prends, rien de plus. J'ai besoin d'entendre les mots sortis de ma bouche, comme si, au détour de mes paroles, je souhaitais percevoir un signe ou quelque symbole enfoui me ramenant à Dieu. Moi qui me tais si souvent, qui tais même l'abominable, parce que j'ai juré, oui, juré de m'alléger de ce corps terrestre, afin d'épurer mon âme de tout le mal qui m'est confié, sans jamais m'absoudre de la souffrance d'autrui, comme cette terrible histoire que je garde en moi et qui me ronge depuis tant d'années, que je n'ai jamais pu partager avec quiconque, car pour cela il m'aurait fallu un grand ami et n'être pas curé. Le dévouement que je porte au Seigneur étouffe les sentiments dont se parlent les gens de commune nature. Obligé par la foi, on ne peut pas offrir aux autres ce que l'on ne peut recevoir en retour. J'ai vu bien des humains ne pas survivre à ça. Tu m'as donné pour vie une largeur de main. Mon temps est néant devant toi. Tout homme est un souffle, une image vouée à disparaître, une ombre qui s'agite. J'ai appris que seules les questions importent, que les réponses ne sont que des certitudes mises à mal par le temps qui passe, que les questions sont du ressort de l'âme et les réponses du ressort de la chair périssable. J'ai appris que chaque histoire est grande de son propre mystère, surtout lorsqu'elle dérive vers la douleur, et que l'on aura moins à souffrir auprès de Dieu qu'il s'en porte garant. J'ai voulu repousser ma propre douleur pour mieux endosser celle des autres. Il aura suffi de la souffrance d'une femme. Je ne me suis pas engagé à contre-cœur dans le renoncement. Ce ne fut jamais un effort d'être sanctifié en adoptant cette vie faite de prières, de méditation, de lecture spirituelle, de visites et de retraites. J'y étais préparé. Je voulais transmettre la sainte parole, la relayer, la rendre compréhensible, en être l'interprète en quelque sorte. Le véritable effort, l'immense difficulté, a toujours été d'écouter mes paroissiens, de simplement les écouter. Avant de les entendre en confession, je n'imaginais pas la mission si difficile à mener à bien. J'ai toujours fait face aux fautes, aux mensonges avoués, aux trahisons, aux douleurs intimes. Je les ai assumées sans jamais trahir mes vœux, n'ai commis nulle action de nature à infléchir le destin de quiconque. Ou presque. Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Des paroles maintes fois entendues, autant de douces sentences à prononcer. J'ai parfois songé à les juger plus durement, je l'avoue, me souvenant aussitôt qu'il n'est pas dans mes attributions de pardonner en mon nom, que seul le Seigneur a le pouvoir de racheter tous les péchés. Je ne fais qu'écouter de petits secrets traduits en fautes particulières, qui viennent jour après jour s'accumuler dans la fosse commune avec les autres péchés du monde. Puis, je récite ma leçon. Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Une injonction qui déjà porte un pardon. Aucune de leurs voix ne m'est plus inconnue, si bien que, lorsque, me promenant au village, je croise celui-ci ou celle-là, le regard honteux de lire ou de croire lire sur mon visage ce que je sais d'eux et que je m'efforce de cacher, je les vois baisser la tête, comme s'ils me demandaient de nouveau pardon, nullement certain qu'une seule confession ait pu suffire à les absoudre de leurs si grandes fautes. Aucune voix, dis-je? Non, ce n'est pas vrai. Il fut une exception, une terrible exception. Je me souviens de ce « Mon Père », mais pour la première fois, il n'y eut pas de « Pardonnez-moi ». Il n'y eut plus rien, pendant un temps, sinon le souffle chaotique d'une respiration. « Je vous écoute », dis-je. « Mon Père ?» Encore, et ce fut tout. J'eus beau chercher dans ma mémoire, cette voix fluette m'était inconnue. Une femme, sans nul doute. Elle, donc, répéta plus distinctement le « Mon Père », comme si elle jetait une eau forte ayant la faculté de ronger la matière pour figer une scène. Ce « Mon Père » vint alors se graver en un endroit inaccessible de mon cerveau. Elle avala de la salive, son souffle s'accéléra.
Je percevais l'émotion dans sa voix, la fatigue physique, ou quelques poids spirituels dont je ne savais encore rien. Les yeux fixés sur la cloison ajourée, j'attendais qu'elle libère les tensions, dans un silence démesuré au creux duquel je tentais de dessiner un profil entre les losanges marquetés, devinant une paupière battant à intervalles irréguliers, l'arête d'un nez planté dans une ombre, un menton irisé de bribes désordonnées de lumière, des lèvres tremblantes que j'imaginais bousculées par trop de mots à trier pour dire l'essentiel, noyer les inutiles afin de sauver tous les autres. Mon père, toujours, prononcé d'une voix plus apaisée. Non comme si l'inconnu enfonçait de nouveaux clous dans la cloison qui nous séparait, mais plutôt comme si elle tentait d'en retirer certains. Je détournais le regard afin de me concentrer sur la voix, cette voix à peine voilée par le désir de n'être entendue que de moi, ou peut-être et sûrement de celui qui parlerait bientôt par ma bouche. Je me trompais. Mon père, on va vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile. Puis elle se tut. Je l'entendis reprendre son souffle. J'eus peur qu'elle ne parte et m'approchai de la cloison. Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? Demandai-je, sans comprendre pourquoi un tel aveu semblait lui coûter tant d'efforts. Ce n'est pas... Elle s'interrompit. Je plissai les yeux pour creuser un peu mieux la pénombre. Sa peau semblait éteinte, comme si la pâle lumière provenant de l'église eût glissé le long des pentes douces de son visage, à la manière d'une rivière brusquement asséchée. Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés, parvint-elle à dire. De quoi parlez-vous ? Les cahiers. Quels cahiers ? Ceux de Rose, ajouta-t-elle comme si c'était une évidence. Qui est cette femme ? Elle ne m'écoutait pas. Je veux pas être la seule à savoir. Pourquoi ne pas m'avoir apporté ces cahiers, s'ils sont si importants à vos yeux ? Ils nous fouillent chaque fois que nous sortons. Vous, ils n'oseront jamais. Un bruit de pas se fit entendre sur les dalles. L'inconnu se figea. Quelques secondes s'écoulèrent dans une tension palpable. « Vous ferez ce que je vous demande ?» questionna-t-elle d'une voix étouffée. « Attendez, vous le ferez. Ne partez pas encore. Dites-moi que vous le ferez. » « Je le ferai. » Le rideau s'entr'ouvrit, elle jeta un regard dans l'église, puis sortit en toute hâte. Le visage collé à la cloison, j'eus à peine le temps d'apercevoir, entre deux balancements du tissu, une silhouette encapuchonnée s'éloigner à vive allure, sans se retourner. Je sortis du confessionnal aussi vite que je pus. Plus aucune trace de la femme. Angèle était agenouillée sur un prie-dieu, le visage enfoncé dans ses mains aux allures de coquillage, voué à la préserver de toute distraction. Il me semblait sortir d'un rêve. Je retournai m'asseoir dans le confessionnal, cherchant vainement une preuve de la présence de cette femme, me demandant si la conversation avait réellement eu lieu. Les événements futurs allaient bien vite m'apporter une réponse irrévocable. J'avais 28 ans à cette époque. Je m'apprêtais à bénir des animaux, des arbres à fruits, des récoltes sur pied, et pas un seul humain. C'était le lendemain de la visite de l'inconnu, 3 jours avant l'Ascension, le premier des rogations. Charles, mon sacristain, quelque enfant du catéchisme et moi-même partîmes à pied au lever du jour. Nous bâtîmes la campagne, allant de ferme en ferme, invoquant la protection du ciel pour les récoltes à venir, à grand renfort de litanie, recevant pour toute réponse un ora pro nobis de circonstance. Braves gens de la terre, ils avaient toujours quelque chose à nous offrir, le boire ou le manger, et certains même, ce qu'ils ne possédaient pas. En cette période de prière champêtre, il ne s'agissait pas d'être suffisamment présomptueux pour imaginer libérer le monde du malheur, mais simplement de communier. De sorte que, si une catastrophe se produisait dans le futur, il était a posteriori toujours possible d'en imaginer de pires. Les souffrances placées sur notre route sont faites pour être endurées, une manière d'éprouver les âmes éraflées. J'en ai toujours été conscient. Les âmes. Les pères m'ont enseigné qu'elles ne se vernissent pas, qu'elles se traitent en profondeur, qu'il est bien plus charitable de pardonner l'homme ballotté par le malheur que de courtiser celui qui, par naissance et fortune, en est préservé. La vertu sans mérite n'est rien d'autre qu'un déguisement de carnaval. Je portais ainsi la bonne parole, sans jamais faiblir. Lorsque nous en eûmes terminé,
nous rentrâmes au village. Les enfants rejoignirent l'école en piaillant comme de jeunes poulets libérés d'une volière. Il était temps de préparer la basse-messe en compagnie du sacristain. Charles et moi nous connaissions depuis 1 an qu'il était à mon service. C'était un jeune homme intelligent, énigmatique par bien des aspects, d'une fidélité irréprochable, orphelin et muet de surcroît. Il avait appris à lire sur les lèvres et communiquer grâce à une ardoise enfouie dans une besace qu'il ne quittait jamais. Peu après son arrivée, il m'avait confié que ses parents étaient morts de la tuberculose quand il était enfant, et qu'il avait ensuite été placé chez les jésuites. J'avais alors voulu lui poser d'autres questions concernant ses origines, mais j'y avais bien vite renoncé en le voyant se refermer sur lui-même. Je le surprenais parfois, perdu dans ses pensées, absent au monde qui l'entourait, méditant peut-être, me donnant simplement à voir une enveloppe triste. Nous n'avions pas encore terminé les préparatifs qu'un homme se présenta à l'église, vêtu de l'uniforme gris des employés de l'asile situé en limite de ma paroisse. Il me demanda si je pouvais venir bénir un corps. La nuit et la matinée passée m'avaient presque fait oublier la visite de l'inconnu la veille, et l'homme venait de brutalement réveiller ma mémoire. Après un moment d'hésitation, je lui dis que je me rendrais à l'asile dès que possible dans l'après-midi. La basse-messe terminée, je déjeunais de quelques noix et d'un morceau de pain frais avec du fromage. Peu après, Charles vint me prévenir que le bogueil était attelé et que nous pouvions nous mettre en route dès que je le souhaitais. Nous quittâmes le presbytère à l'aplomb du soleil. Habituellement, je profitais du trajet pour admirer le paysage, mais cette fois-ci, ressassant les paroles de l'inconnu, je n'étais pas enclin à la contemplation. Bientôt, la flèche d'ardoise de la grande chapelle apparut au détour d'un virage, émergeant de l'abondante végétation, plantée dans un ciel clair. L'asile était un ancien monastère sécularisé, reconverti depuis une 30aine d'années en établissement pour aliénés mentaux, perdu au milieu d'une vaste forêt, cerclé par de hauts murs d'enceinte qui lui donnaient l'allure d'une forteresse. Tout avait débuté au XIIIe siècle, sous le règne de Philippe Auguste et le pontificat de Grégoire IX. Un seigneur sans scrupules des environs, qui vivait dans un château dominant les gorges de la Vézère, tua de sang-froid un religieux d'une abbaye voisine. L'homme d'église avait eu l'impudence de s'opposer à l'élection comme abbé de l'un de ses neveux. Peu de temps après, le pape, ayant eu vent de la fâcheuse affaire, ordonna aux nobles d'expier son crime d'éclatante manière. Ce dernier obtempéra de bonne grâce en faisant ériger une chartreuse en pleine forêt, comme preuve de sa rédemption et aussi de sa toute-puissance. Il fit d'abord construire une église au centre de l'édifice, prolongée par un grand cloître reliant 12 cellules identiques, destinées à accueillir les moines. Le pape en fut satisfait et accorda son pardon. L'affaire était réglée. La chartreuse prospéra et se développa ainsi durant un peu plus d'1 siècle, accueillant toujours plus de moines qui trouvaient en ce lieu l'écrin parfait à la méditation. La folie meurtrière des hommes allait pourtant se propager bientôt jusqu'en ce Havre. Les guerres se succédèrent. Le monastère fut détruit, puis reconstruit à maintes reprises. Prévenus de l'imminence des attaques par les paysans de la région, les moines se réfugiaient en hâte dans les nombreux souterrains creusés au fil des ans, qui débouchaient au cœur de la forêt, et certains même aux abords des villages voisins. En s'enfuyant, ils emportaient leurs reliques les plus précieuses. Puis, les pillages terminés et les soudards enfin éloignés, les religieux regagnaient le monastère en ruine, le rebâtissant inlassablement. Leur lot pendant 500 ans. Au début du XIXe siècle, l'ordre ne pouvant subvenir à l'entretien du monastère, les derniers chartreux quittèrent les lieux, la mort dans l'âme. Un riche bienfaiteur, sensibilisé au comportement déviant à cause des graves troubles mentaux dont l'un de ses enfants était atteint, le racheta aussitôt pour en faire un lieu de recherche destiné à développer cette branche encore balbutiante de la médecine. Ayant toujours été féru d'histoire, je m'étais passionné dès mon arrivée pour cette région et la destinée du monastère. J'avais ainsi pu glaner une multitude de documents lors de mes nombreux déplacements aux archives du diocèse et dans les communes avoisinantes. L'année écoulée, avec mon sacristain, nous avions même réussi à matérialiser le réseau complexe des souterrains désormais condamnés, de sorte que nous avions fini par reconstituer le monastère et ses alentours au temps de sa splendeur. Le gardien avait été prévenu de notre venue. Il nous ouvrit la lourde porte à 2 battants, puis nous pénétrâmes dans l'établissement. À chacune de mes visites,
Je me sentais minuscule, particule d'un tout qui n'avait plus cours, comme écrasé par un grand mystère enfoui. Charles poussa l'attelage dans l'allée principale, longeant la chapelle et les anciennes cellules de moines, avant de s'arrêter devant un bâtiment massif. Depuis le temps, je connaissais parfaitement le protocole à suivre. Je descendis seul et gravis la volée de marches étroites creusées en leur milieu qui débouchaient dans le bâtiment des soins, là où se trouvait le bureau du médecin aliéniste qui dirigeait l'asile. Je m'engageai ensuite dans un couloir sentant le bois ciré, puis frappai à la porte du maître des lieux. J'entendis le son à peine audible d'une voix. J'entrai. L'homme se leva vivement de son fauteuil. « Bonjour, monsieur le curé. »« Bonjour, docteur, » dis-je, tout en m'approchant du bureau encombré de piles de dossiers. « Vous avez fait vite, comme toujours. » Il esquissa un sourire et amena les mains dans son dos. Il ne m'offrit pas de m'asseoir, demeurant debout, lui aussi. C'était un homme replet, d'une quarantaine d'années, engoncé dans un costume fait de 3 pièces parfaitement ajustées. Il portait également une chemise éclatante de blancheur boutonnée au col, surmontée d'un foulard qui laissait voir, côté droit, l'extrémité d'une vilaine cicatrice ressemblant à la serre d'un oiseau de proie. De son visage creusé de traits profonds, émergeaient 2 petits yeux vifs d'un bleu très pâle, presque transparent, qui semblaient ne jamais vous laisser de répit dès qu'il se posait sur vous. Malgré sa petite taille, l'homme en imposait par son assurance. « Puis-je voir la défunte ?» demandai-je. « Bien sûr. Attendez-moi là, je reviens, » dit-il. Le docteur se dirigea vers la porte, l'ouvrit et disparut sans la refermer. Il revint quelques secondes plus tard, accompagné d'une infirmière. Elle me salua d'une révérence, puis me conduisit jusqu'à une petite pièce prolongeant l'infirmerie, qui tenait lieu de morgue occasionnelle. Un cercueil reposait sur une table. Je m'approchai, en faisant le signe de croix, et découvris le corps d'une grande femme aux cheveux blancs vêtue d'une robe noire. Elle n'avait pas l'air vraiment âgée. On aurait dit que ses cheveux avaient prématurément blanchi comme, paraît-il, sous le coup d'une intense émotion, ou bien d'une grande frayeur. La robe lui descendait aux chevilles, et ses pieds décharnés en émergeaient comme 2 petites excroissances incongrues. Elle avait l'air de dormir d'un sommeil paisible. Pendant que je l'observais, l'infirmière se tenait face à moi, de l'autre côté du cercueil. « Pourriez-vous me laisser un moment avec elle ?» demandai-je. Elle prit une longue inspiration avant de me répondre. « Bien sûr, mon père. » La voix me transperça. Celle entendue la veille dans le confessionnal, j'en eus la certitude. Je contins mon trouble du mieux que je le pus, les yeux rivés sur la défunte. « Tout va bien ?» Je me retournai vivement, découvrant le directeur dans l'embrasure de la porte. J'en avais oublié sa présence. « Oui, tout va bien. » Il jeta un regard sans équivoque à l'infirmière. « Vous pouvez disposer, » lui dit-il sèchement. Elle contourna le cercueil, tête baissée. Le directeur pénétra dans la pièce pour lui céder le passage. « J'aimerais rester seul avec elle, » dis-je. Il eut un instant d'hésitation, effleurant une nouvelle fois sa cicatrice. « Bien entendu, » dit-il au bout d'un moment. Il sortit à contre-cœur, laissant la porte ouverte. J'attendis qu'il s'éloigne. Il n'était plus temps de tergiverser. Je fis le tour du cercueil. Désormais sur mes gardes, face à la porte. Je ne risquais pas d'être surpris une seconde fois au cas où le docteur réapparaîtrait. Je saisis délicatement le pan inférieur de la robe en prenant soin de ne pas toucher la dépouille. Je relevai lentement le tissu, dénudant les jambes. Il me semblait commettre un sacrilège, mais le désir de savoir était plus fort. Les cahiers m'apparurent alors, comme enfantés, pliés en 2 et calés entre les genoux. Sans même les ouvrir, je les attrapais et m'empressais de les dissimuler sous mon aube, les arrimant à l'aide de ma ceinture. Je remis aussitôt le vêtement de la défunte en place, puis épongeai mon front d'un revers de manche. Je tentai ensuite de me concentrer sur ma prière, malgré la multitude de conjectures qui s'épanouissaient à l'intérieur de ma pauvre tête, résultat des événements improbables qui venaient de se succéder en à peine 24 heures. Après ce temps, qui me permit aussi de reprendre mes esprits, je quittai la pièce en jetant un dernier regard à la mystérieuse femme. Un rayon de lumière égaya son visage paisible,
comme si elle me remerciait d'un sourire. Le docteur m'attendait dans la pièce attenante. Me voyant approcher, il effleura plusieurs fois la cicatrice de l'index et prit appui sur ses talons, puis sur la pointe de ses pieds, dans un geste de balancier, avant de revenir à l'équilibre. « Quand voulez-vous faire transporter le corps pour l'enterrement ?» demandai-je. Il écarta les pans de sa veste et fourra ses pouces dans les poches latérales de son gilet, me regardant désormais d'un air peiné qui sonnait le faux. « Je ne crois pas qu'il y aura d'enterrement religieux, » ajouta-t-il. Il balança sa tête en faisant la moue, avant de poursuivre d'un air sentencieux. « Elle a tué son enfant. » Durant quelques secondes, je demeurai interdit devant cet aveu. Je savais que la nature humaine pouvait parfois se révéler impitoyable, mais je n'avais encore jamais eu affaire à un infanticide. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite? Pour respecter une dernière volonté faite devant témoin. Comment est-ce arrivé? Demandai-je. Tout ce que je sais, c'est qu'elle l'a tué de ses propres mains et que la folie ne l'a plus jamais quittée. L'attitude du docteur m'agaçait. Je ne voulais pas le laisser s'en tirer à si bon compte, après la manière qu'il avait eue de me manipuler. Nous avons un carré pour accueillir ce genre de cas, dis-je. Le docteur ramena ses mains derrière le dos tout en me dévisageant curieusement. Vous êtes sûr? Quand pouvez-vous faire transporter la dépouille? Il réfléchit un moment, comme s'il attendait que je change d'avis. Comme vous voudrez, demain matin. Il me faudra un nom à inscrire sur la pierre tombale. Il soupira, baissa la tête. Il n'est peut-être pas utile de la baptiser. Que voulez-vous dire? Qui sommes-nous, l'un comme l'autre, pour priver une âme de son anonymat? Une personne qui perd la raison ou la conscience d'elle-même est déjà sur le chemin des âmes, et il n'est pas en mon pouvoir de l'en détourner de quelque façon que ce soit. La science ne peut pas tout, contrairement à votre Dieu. Il naviguait avec un plaisir palpable, cherchant à percer mes réactions de ses petits yeux brillants. Il semblerait que nous fassions cause commune alors, dis-je. Je n'en suis pas si sûr. On ne tient pas rigueur à Dieu de ses manquements. Seuls les échecs des hommes demeurent visibles. Certes, mais il me semble que nous nous éloignons de ma demande. Les traits sur son visage se relâchèrent, pareils à des cordages tendus qui viendraient de lâcher. Elle n'a plus aucune famille. Ne serait-il alors pas louable et même charitable de faire disparaître ce qui la relie à sa faute? Ce nom, précisément. L'homme était terriblement vif d'esprit, toujours à faire un pas de côté pour se dégager d'un embarras. Je ne partirai pas sans savoir. Rose. Elle s'appelait Rose. C'est tout ce que je sais, finit-il par avouer avec dépit. Pourquoi faire tant de mystère d'un simple prénom? Je crains que vous ne confondiez mystère et pudeur, monsieur le curé. D'un geste empressé, il tira une montre de sa poche de gilet, regarda l'heure. « Des impératifs professionnels, si vous voulez bien m'excuser, » dit-il avant de me raccompagner à la porte. Un souffle d'air frais m'accueillit au dehors. Charles m'attendait en caressant le cheval. Je lui fis signe que nous devions nous mettre en route aussitôt. Il me laissa monter le premier, m'observant avec insistance de son regard sombre, puis s'assit à côté de moi. Nous nous dirigeâmes vers la sortie. En traversant le monastère, j'eus l'inconfortable sensation d'être un voleur, en portant un butin au nez et à la barbe de tous. Un butin dont je n'avais aucune idée de la valeur. Nous avions à peine parcouru une pleine lieue quand je parvins enfin à me détendre un peu. Charles avait perçu mon trouble et me jetait de fréquents regards interrogateurs que je m'empressais de fuir. À l'entrée du village, je demandai à Charles de me laisser là, ajoutant que je rentrerais à pied. Je me rendis chez le fossoyeur pour lui dire de creuser la tombe au plus vite. De retour au presbytère, je m'enfermai dans ma chambre, m'assis sur le lit et sortis les cahiers de leur cachette. Ils étaient numérotés 1 et 2. J'attendis de longues minutes avant d'ouvrir le premier, comme s'il me fallait encore ce temps pour me convaincre de leur réalité, et ainsi surseoir au bouleversement considérable. Puis, je lus enfin les premiers mots inscrits sur le papier jauni. Je me les rappelle par cœur. Tout est calme.
il n'y a plus de temps à perdre. Voilà, c'est temps de sauter dans l'eau froide. Mon nom, c'est Rose. C'est comme ça que je m'appelle. » Je poursuivis ma lecture jusqu'à ce que la nausée et la fatigue me plongent dans un sommeil empli de démons sans visage. Moi qui avais jusqu'alors considéré le bien et le mal comme des concepts rassurants pour lesquels j'avais forgé quelques armes, il allait bientôt me falloir glisser d'autres fers dans les braises. À mon réveil, les cahiers étaient toujours près de moi. Quelque chose de vivant à l'intérieur m'appelait, me conjurait même de continuer sur le champ, mais une peur incontrôlable me fit encore hésiter. J'entendis le grincement d'un essieu. Je délaissai alors l'histoire de Rose, écartelé entre l'impatience de connaître la suite et le soulagement d'abandonner pour quelques heures l'innommable vérité qui se dessinait sous mes yeux. Un fourgon était immobilisé devant le presbytère avec 2 hommes sur le strapontin. Charles était déjà là. Nous accompagnâmes le convoi jusqu'au portail du cimetière, nos pas rythmés par le bruit des sabots et des roues cerclées de métal. Nous aidâmes ensuite les hommes à décharger la bière et à la transporter dans le cimetière. Nous apercevant, le fossoyeur se précipita pour me soulager de ma charge, prétextant que ce n'était pas à moi de faire ça. Je suivis donc les porteurs jusqu'à la fosse fraîchement creusée. Ils déposèrent le cercueil sur 2 planches disposées en travers du trou, au milieu de tombes identiques, matérialisées par un simple bourrelet de terre et une pierre en forme de borne. Sans un mot, le fossoyeur glissa 2 larges courroies sous le cercueil, puis il me regarda, joignant les mains pour m'inviter à prononcer mon oraison. Je ne connaissais encore qu'une part de la vie de cette femme, sa terrifiante destinée en marche. Mes paroles se perdirent dans le ciel laiteux du matin, des paroles qui avaient à voir avec la disparition du corps et l'invisibilité de l'âme. Lorsque j'en eus terminé, je me reculai d'un pas. Le fossoyeur saisit une des courroies à 2 mains, donnant des indications pour répartir les hommes aux extrémités libres. Ils firent ensuite descendre le cercueil dans le trou, chacun une jambe en étai de l'autre et tout le corps en résistance. Je vis lentement disparaître le bois clair, comme avalé par une bouche sombre et silencieuse. Mis à part nous, il n'y avait personne pour accompagner la défunte. Nul ne la pleurait, comme me l'avait affirmé le docteur. Un sentiment d'abattement m'envahit. Quoi qu'elle eût fait par le passé, quelles que fussent les circonstances qui l'avaient poussée à commettre l'acte terrible dont elle s'était rendue coupable, quelqu'un avait pourtant bien dû la chérir à un moment de sa vie. Quelqu'un devait posséder au moins une larme sincère à verser, me disais-je. Sinon cela n'avait aucun sens. Et pourtant, dans ce cimetière où l'immobilité des pierres contrastait avec la volubilité des âmes, nul ne l'avait connue, et encore moins aimé pour en concevoir une légitime peine. Quelque présence compassée n'était pas suffisante. Aussitôt après que le cercueil eut touché le fond dans un craquement lugubre, le fossoyeur récupéra les courroies, les enroula entre épaules et avant-bras et les posa sur le sol. Puis il cracha dans ses mains en regardant au loin, comme s'il souhaitait nous faire comprendre qu'il était temps de partir et de le laisser seul à son travail. Il saisit une pelle et se mit à jeter de la terre qui frappa le bois dans un bruit de galop. Les employés de l'asile repartirent. Pendant que l'attelage s'ébranlait, je me tins encore un moment au bord de la tombe. Charles me faisait face de l'autre côté. Les mains croisées, il priait. Le convoi désormais éloigné, un grincement de ferraille se fit entendre. Nous relevâmes la tête de concert, découvrant l'homme massif qui venait de pousser le portail et qui s'avançait dans notre direction, un bâton écorcé couleur d'os ancien à la main. Il marchait lentement dans l'allée enherbée, pas même hésitant, pas même soucieux de notre présence. Il bifurqua sur une allée transversale. Après quelques pas, il ralentit, mais ne s'arrêta pas et regagna l'allée centrale. Je m'attendais à le voir quitter le cimetière, mais il s'approcha de nous et s'immobilisa devant la fosse à demi comblée, toujours sans un regard pour quiconque. Il retira son chapeau. Toutes sortes de traits s'entrecroisaient sur son visage tanné, et quelques poils de barbe, oubliés au rasage, ressemblaient à des fragments de chaume après la moisson. L'ample velours côtelé tremblait un peu à ses jambes.
Il ramena sa main libre sur celle qui tenait le chapeau, respirant avec difficulté, comme si ses poumons ne fonctionnaient que dans un sens, visiblement à l'aller, et qu'ensuite l'air était trop vicié pour qu'il pût l'expulser sans encombre. Je résistais à l'envie de le déranger dans sa prière. En cet instant, son regard semblait empreint d'une sorte de lassitude, n'ayant rien à voir avec une peine de circonstance, ni avec les stigmates qui l'accompagnent habituellement. Quelque chose comme un renoncement douloureux. À l'issue de son recueillement, il tourna les talons sans plus de considération pour nous et s'en alla. Je lui laissai quelques mètres d'avance avant de le suivre, abandonnant le fossoyeur à ses gestes d'ensevelissement et Charles à son étonnement. J'interpellai l'homme après le portail. « Vous la connaissiez » dis-je tout fort. Il s'arrêta, se retourna, les yeux posés sur son bâton qu'il faisait naviguer devant lui. « Non, je crois pas que je la connaissais, » dit-il au bout d'un moment. « Pourquoi êtes-vous ici alors ?» Il releva vivement le menton. Il désigna l'entrée du cimetière avec son bâton. « Vous y êtes bien, vous aussi ?»« C'est mon rôle. »« Qu'est-ce que vous savez du mien ?»« Vous n'avez pas à vous méfier de moi. » Il rabaissa son bâton, prit un temps, et d'un air grave il dit « Toute ma vie, j'ai eu à me méfier des autres. » « Qui êtes-vous » Il me jeta un regard dans lequel je ne décelai nul mépris, mais plutôt une forme de détermination farouche. « Quelqu'un que vous n'êtes pas prêt d'attraper dans vos filets, » dit-il. Sans attendre d'éventuelles relances de ma part, il se remit en marche. Je ne le suivis pas cette fois, le regardant se déplacer avec une étonnante légèreté, ni courbé en avant, ni penché de côté, progressant résolument, bien campé sur ses jambes, et le bâton ne lui servait à rien. Parvenu au bas de la rampe qui débouchait sur la route, il leva de nouveau son bâton en l'air, s'attarda dans cette position, désignant visiblement quelque endroit fondamental du ciel, et, sans se retourner, il ajouta « Vous me semblez bien tendre, curé. Faites attention à ses manigances. Il a plus d'un tour dans son sac. » Je n'avais aucun doute de qui il parlait. Il accéléra le pas, faisant désormais naviguer le bâton devant lui, comme s'il défrichait des broussailles pour se frayer un chemin. « Vous connaissiez cette femme, n'est-ce pas ?» Il ralentit, comme s'il luttait contre le vent. « J'ai rien à vous dire de plus. » Je le vis s'éloigner lentement, puis disparaître. Je n'avais plus qu'une envie désormais, poursuivre la lecture des cahiers. C'était il y a 44 ans, et je me souviens de tout. La flamme vacille à l'extrémité de la bougie torsadée. Elle ressemble à une petite danseuse prise dans la cire. Sa chevelure de fumée balaie une limaille de lettres agglutinées en mots autour de l'axe de l'histoire. Cette confession dont me voici le dépositaire. Lorsque ma respiration s'accélère, puis se ralentit, je parviens à modifier le voyage des ombres mortifères sur le papier terni, et un visage inconnu m'apparaît, comme un rinceau sur un tombeau. Cette femme que je n'ai jamais rencontrée de ma vie, mais dont il me semble pourtant tout connaître. Cette femme avec qui je n'ai pas fini de cheminer, avec qui je n'en aurai jamais fini. Alors, je me résous à laisser aller mon regard sur la première feuille, afin que disparaissent les ombres trompeuses, pour en faire naître de nouvelles, que je me prépare à découvrir, au risque de les assombrir plus encore. Ces ombres en éclats d'obscurité qui n'épargnent rien ni personne, sinon dans la plus parfaite des nuits qu'est la mort, avant le grand jugement. J'ai recopié patiemment l'histoire de Rose, corrigeant simplement quelques fautes, rien de plus. Les cahiers ne sont plus en ma possession. Je les ai remis à qui de droit il y a des années. J'ai beau savoir ce qu'ils contiennent. Il me faut revenir une dernière fois à l'immonde vérité dont je sens déjà le poison sourdre en moi. Comme si je vivais une autre existence que la mienne. Comme si j'avais à la revivre indéfiniment, habité par la folle illusion de donner le temps à de nouveaux mots d'imprégner le papier. Je me laisse envahir par les bruits qui voilent le silence, une musique faite de la course effrénée des rongeurs sur le parquet usé, des craquements du bois, des lointaines voix d'animaux nocturnes.
Me voici aussi obéissant qu'un chien rappelé par son maître. Il est temps que Rose me parle une dernière fois. Elle a tant de choses à me dire, auxquelles je ne peux me soustraire. Tant à m'apprendre encore, maintenant que me voilà au seuil de la demeure éternelle. Rose. Tout est calme. Il n'y a plus de temps à perdre. Voilà. C'est temps de sauter dans l'eau froide. Mon nom, c'est Rose. C'est comme ça que je m'appelle. Rose tout court. Le reste n'a plus rien à voir avec ce que je suis devenue. Et encore, ça fait du temps que quelqu'un m'a plus appelée Rose. Quand je suis seule, que tout le monde dort, des fois je répète mon prénom à voix haute, mais pas trop fort. Juste pour m'entendre, de plus en plus vite. Au bout d'un moment, il n'y a plus de début ni de fin. Alors je m'arrête et ça continue dans ma tête. Comme si j'avais démarré une machine du diable. Si on m'entendait, j'aurais sûrement droit à un traitement spécial. Et tout serait fichu par terre. Je pensais que ça serait plus difficile d'écrire. J'ai passé tellement d'années à attendre ce moment. J'en ai tellement rêvé. Je me suis préparée tous les jours à mettre de l'ordre, à trier mes idées, en espérant le moment où je pourrais enfin poser mon histoire sur du vrai papier. Et voilà que le grand soir est arrivé. Celui où j'ai décidé de me jeter dans la grande affaire des mots. Sûrement que personne ne me lira jamais. C'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est que pour une fois, j'aille au bout de quelque chose sans qu'on m'en empêche. Je reculerai pas. Pour que ça soit possible, il a fallu que je croise Jenny, une bonne âme. Je parlerai d'elle plus tard. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'écrirais en premier. Par quel bout démarrer? Évidemment pas le vrai début de ma vie, un autre début. Le moment où j'ai compris que je quittais un monde pour un autre, sans qu'on me demande mon avis. Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme avec mon père, ma mère et mes 3 sœurs. Les Landes, que ça s'appelait. D'ailleurs, ça doit bien toujours s'appeler pareil, étant donné que les endroits changent pas facilement de nom, même quand les gens s'en vont. On était 4 filles, nées à 1 an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles valent pas grand-chose pour des paysans. En tout cas, pas ce que des parents attendent pour faire marcher une ferme, vu qu'il faut des bras et entre les jambes de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre entre nos jambes. Si j'ai pas entendu 1000 fois mon père dire que les filles c'est la ruine d'une maison, je l'ai pas entendu une seule. Il se cachait même pas de nous 4 pour le dire bien fort, comme si on était seuls responsables du malheur qui lui pesait. Nous, ses propres filles, fabriquées avec son propre sang et celui de ma mère, qui écoutait en tordant le nez, mais qui disait jamais rien. Qui a jamais tenté de le contredire, ou alors si c'est arrivé un jour, j'étais pas là. Au moins on s'entendait bien, mes sœurs et moi. On se serrait les coudes, sans rechigner au travail. Malgré tout ce qu'on abattait, mon père nous faisait comprendre que ça suffisait pas, que ça suffirait jamais. Du mieux et du plus qu'on faisait, ça changeait rien. Alors, on se débrouillait à trouver des moments pour s'amuser entre nous, en cachette. On riait souvent. On n'était rien que des gamines, sans le souci du demain. Ma mère, je l'ai jamais vue rire. Pas vraiment sourire non plus. Mon père, une seule fois. Le lendemain de mes 14 ans, à la foire de L. Il avait tenu à ce que je l'accompagne. Mais c'était pas une mimique qui mène à la joie, pour sûr. Plutôt une grimace. Oui, un drôle de sourire qu'il avait ce jour-là. Pendant qu'il éclusait des verres dans l'auberge, avec ce type qui les payait, et lui jamais. Avec le recul des années, je sais que c'était pas un vrai sourire, ni une vraie grimace, mais sa façon à lui de se convaincre qu'il lui fallait devenir quelqu'un d'autre pour aller au bout de ce qu'il avait entrepris. Ils étaient assis à une table, au milieu de la salle pleine de clients. Moi, je me tenais debout à l'entrée, là où on m'avait dit de rester, à les regarder discuter sans pouvoir entendre ce qu'ils disaient. Le type, il buvait moins que mon père, et de temps en temps, il me jetait un coup d'œil qui me froidissait comme un vent d'hiver. Il était gros et large, visiblement un peu plus jeune que mon père, avec des habits pas comme nous autres, pas coupés pareil, et pas faits du même tissu, de ceux qui coûtent autrement cher.
Je me suis demandé comment mon père pouvait connaître quelqu'un comme ça. Au fur et à mesure qu'il parlait, je voyais bien que la conversation prenait une drôle de tournure. Le visage de mon père se refermait de partout, et il a fini par devenir aussi grave que celui du type. J'ai compris plus tard qu'ils étaient en train de marchander, et que c'était pas simple d'arriver à un accord, vu que personne voulait lâcher le morceau. Je le savais pas encore, mais le morceau en question, c'était moi. Le gros type s'est énervé. Il a voulu se lever pour partir, mais mon père l'a attrapé par le bras. Même que ça a pas eu l'air de lui plaire. Et mon père l'a relâché de suite. Le type s'est quand même rassis. Mon père a hoché la tête, ils ont topé, et une bourse a changé de main en douce. Et aussi un baluchon, dans l'autre sens. Le type avait l'air pressé d'en finir. Il a attrapé le baluchon avec dégoût, et mon père a fourré la bourse dans sa veste. J'ai pas eu l'impression qu'elle était bien garnie. Mon père m'a regardé d'un air sévère. Je savais pas bien s'il m'en voulait d'une chose ou s'il voulait s'excuser d'une autre. Je comprenais pas ce qu'il y avait dans ce foutu regard, que je lui connaissais pas plus que le sourire d'avant. Aujourd'hui, je le sais. Et puis il a baissé les yeux. Le type s'est approché de moi en me tendant le baluchon. Son gros ventre, gonflé comme celui d'une vache prête à véler, débordait de son pantalon. D'une voix pas aimable, il m'a dit à l'oreille de le suivre, qu'il avait quelque chose à me montrer, que mon père et lui venaient de s'entendre là-dessus. J'ai voulu demander sur quoi ils avaient bien pu s'entendre, en quoi ça me concernait. Il m'a pas répondu. J'ai regardé mon père, qui a fait un mouvement de la tête pour dire d'obéir, et il s'est jeté un grand verre de vin dans la bouche, puis il s'est resservi aussi sec. Il m'a plus regardé. Alors j'ai suivi le type en me retournant souvent, parce qu'on m'avait toujours appris à obéir aux hommes sans discuter. Personne se souciait de nous. C'est une fois qu'on est arrivé devant une carriole bâchée, attelée à un beau cheval noir tout luisant, qu'il m'a expliqué qu'on allait chez lui, qu'il avait du travail pour moi. Quand il me parlait, j'avais l'impression qu'on lui retirait des échardes piquées dans sa bouche. J'ai pris peur. Je comprenais pas pourquoi mon père m'avait rien dit. Je voulais pas suivre l'inconnu. Je savais même pas encore qu'il venait de m'acheter. Faut que j'aille dire au revoir à papa, j'ai dit, les yeux gonflés de larmes. J'ai commencé à repartir, mais le type m'a de suite agrippé une épaule en me tirant en arrière. C'est pas une bonne idée, qu'il a dit d'une voix qui avait rien d'amical. Il m'a poussé contre une roue et soulevé pour me forcer à monter. J'étais pas capable de résister. J'ai escaladé le marchepied et je suis retombée sur le siège. Le type est monté à son tour et j'ai bien cru que l'attelage allait basculer sous son poids. Puis il s'est assis à côté de moi, a passé un bras autour de ma taille et a attrapé les brides. Mon cœur dansait la gigue dans ma poitrine. « Laissez-moi au moins lui dire au revoir. Je vous en prie, monsieur. Après je reviens, » j'ai dit en tremblant. Le type a pas moufté. Il a fait claquer les brides bien fort sur le dos du cheval et on est parti. J'arrêtais pas de trembler comme une feuille. Je pouvais même pas pleurer. Je pensais qu'à sauter, mais je pouvais pas. « Où on va ?» j'ai demandé. Il m'a pas répondu. On a quitté le village au trot et je me suis mise à imaginer toutes sortes de choses qui seraient jamais à la hauteur de ce que j'allais endurer. C'était le début du printemps, il faisait beau. Les routes avaient été défoncées par la neige d'hiver et les pluies qui avaient suivi. Le type décochait toujours pas un mot. Il me regardait juste de temps en temps, un drôle d'air malsain sur sa grosse figure, et sûr que c'était pas pour voir si j'étais bien installée. À un moment, la route est devenue moins large. On est rentré dans une forêt. Les arbres se touchaient au-dessus de nous, comme un ciel vert foncé qui cachait presque entièrement le vrai ciel. Le soleil, je le voyais par côté, entre les troncs. On aurait dit qu'il nous suivait à la course pour jouer à me faire peur, et ça marchait plutôt bien, vu que j'avais jamais fait l'expérience du soleil de cette façon, ni à cette allure-là. Il faut dire qu'à pied ou dans une charrette tirée par une vache, on voit pas les choses filer de la même manière. La forêt devenait de plus en plus touffue. J'aurais voulu me débarrasser du soleil, mais il trouvait toujours un moyen pour se faufiler. Je crois bien que, s'il avait pu me dévorer, je me serais laissé faire. Je saurais pas dire le temps que le voyage a duré, mais c'était interminable. Je me suis juste un peu relâchée quand le type a fait ralentir les chevaux dans un passage difficile.
J'ai senti l'odeur des fleurs d'acacia que ma mère cueillait une fois l'an pour nous faire des beignets à mes sœurs et moi. Des bons beignets bien gras qu'on adorait. J'ai encore eu envie de pleurer, mais les larmes ne sont pas venues. Ensuite, on a traversé un pont qui enjambait une rivière, puis on a tourné sur un chemin. Les fossés étaient bien entretenus. On est arrivé devant un portail grand ouvert, accroché à 2 piles d'au moins 4 mètres de haut, reliées entre elles par une sorte de grille en fer, qui faisait comme 2 lignes de cahiers, entre quoi on pouvait lire « Les Forges ». J'ai machinalement baissé la tête en passant dessous, pour déboucher sur une allée gravillonnée. On a fait le tour d'un grand massif d'arbustes avec des fleurs de toutes les couleurs, et on s'est arrêté devant une sorte de château entouré de plein de bâtiments. Le gros type s'est alors tourné vers moi avec un drôle de sourire. « À partir de maintenant, tu m'appelleras maître et tu obéiras à tout ce qu'on te demande. » Il a dit sur un ton sec. Je savais pas encore ce que représentait ce « on ». Il est descendu le premier et je suis restée assise. « Qu'est-ce que tu attends ?» Il m'a demandé. J'ai obéi. Une de mes socs a ripé sur le marchepied et j'ai atterri sur les fesses. Tu ne m'as pas l'air bien dégourdi. N'oublie pas tes affaires sur le siège. Je me suis relevée, j'ai attrapé mon baluchon. J'avais les fesses en compote et les jambes qui tremblaient. Quand je me suis retournée, une vieille femme, maigre comme un coucou, se tenait toute droite en haut des marches du château. Elle portait une longue robe noire que le soleil faisait briller à des endroits, et ses cheveux gris étaient attachés en chignon, retenus par un filet en dentelle noire. Elle me fixait avec un air supérieur et aussi de la curiosité, il m'a semblé. J'ai dit bonjour. Elle a fait un signe de tête au maître. Il a monté les marches et moi je suis restée en bas vu qu'on m'avait rien demandé. Une fois qu'il a été en haut, il m'a regardé moi et puis la vieille après, en soupirant, comme si j'étais rien. Il faut décidément tout te dire. Tu attends peut-être le déluge pour venir. J'ai obéi. La femme est entrée la première dans la maison, le maître derrière, et puis moi. On est arrivé dans une grande pièce très haute de plafond, avec des poutres énormes d'un seul tenant. Et au fond, il y avait une cheminée où on aurait pu faire rôtir un bœuf en entier. Une longue table en bois traversait la pièce, assez grande pour y manger au moins 30 sans serrer les coudes. La vieille a dit que j'étais sous le toit du maître de forge, et que donc, je lui appartenais à partir de maintenant. Elle a regardé le maître. Il a balancé sa grosse tête de haut en bas. Elle a ensuite continué en déroulant ce qu'on attendait de moi, que je devrais m'occuper de tenir la maison et faire la cuisine, qu'elle ne tolérerait aucun manquement sous peine de sanction, qu'elle y veillerait chaque jour que Dieu ferait. J'ai retenu ses paroles. Puis, elle m'a demandé mon prénom. Juste pour savoir, elle a dit, vu qu'elle m'appellerait ma petite, et que dans sa bouche ça avait rien d'une gentillesse. Si tu as des questions, c'est tout de suite, elle a ajouté. J'ai alors voulu demander si j'étais seule pour m'occuper du château. La vieille s'est mise à glousser. Le château, elle a répété. Celle que tu remplaces se débrouillait très bien sans aide. Ils se sont alors regardés d'un air de s'entendre que j'ai pas aimé. Puis ils se sont tournés vers moi, comme si c'était la même mécanique qui les faisait bouger. « Je vais te montrer ta chambre », a dit la vieille. Le maître n'a pas bougé. Elle s'est avancée jusqu'au fond de la pièce, a ouvert une porte à droite de la cheminée. Je me suis dépêchée de la suivre. On a ensuite monté un escalier, passé 2 paliers avant de se retrouver sous les toits. Elle a ouvert une petite porte qui donnait sur une chambre, avec un lit poussé contre un mur, une commode à 3 tiroirs, une chaise en paille, et à peine de quoi passer entre tout ça. Et pourtant, on peut pas dire que j'ai jamais été bien épaisse. Sur le lit, il y avait une robe noire étalée, un tablier blanc et une coiffe blanche. « Voici ta tenue, elle devrait aller », a dit la vieille qui était restée à la porte, une main dans une autre. Elle a jeté un coup d'œil à mon baluchon qui pendait au bout de mon bras, puis elle m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire en coin qui déformait rien d'autre que sa bouche sans lèvres sur sa figure fanée, et qui en disait long sur la façon dont elle me considérait. « Je t'attends dans 10 minutes en bas. Cela devrait suffire pour déballer tes affaires et passer ta tenue. Ensuite, il te faudra préparer le repas, » elle a dit, avant de tourner les talons. Je suis restée seule, plantée dans la chambre, écoutant les pas dans les escaliers. Une porte a claqué,
et j'ai repris mes esprits. À ce moment-là, je pensais pas à ma famille. Je pensais rien qu'à ces étrangers qu'il me fallait maintenant servir. Ils ne me feraient pas le moindre cadeau, j'en étais certaine. J'ai dénoué mon baluchon en vitesse sur le lit. Dedans, il y avait un quignon de pain de seigle plié dans du papier journal, un gilet en laine, 2 culottes, 3 paires de chaussettes, une robe d'hiver et la petite poupée en chiffon que ma mère avait fabriquée quand j'étais bébé. Tout ce que je possédais, en plus de ce que je portais sur moi, tenait dans ce mauvais baluchon. Un seul tiroir suffisait grandement à tout ranger. Le temps passait et comme j'avais pas envie de me faire disputer dès le premier jour, j'ai enfilé la robe et le tablier par-dessus, coiffé le bonnet et je suis descendue. Quand je suis arrivée en bas, le maître était plus là. La vieille m'attendait, pleine d'impatience. « Tu en as mis du temps pour te préparer », elle m'a dit sèchement. J'ai fait aussi vite que possible. « Ne réponds pas lorsqu'on te fait une remarque. »« Bien, madame. » Elle m'a montré la cuisine en premier. « J'établirai les menus la veille pour le lendemain et tu les suivras à la lettre. On t'apportera tout ce qu'il faut chaque matin pour préparer les repas, » elle a dit. Je me suis retenue de demander qui était ce nouveau « on » dont elle parlait. Ça pouvait pas la désigner elle, ni son fils. Qui d'autre alors, vu qu'elle m'avait dit qu'il n'y avait pas d'autres gens de maison pour m'aider? J'allais pas tarder à savoir. « Tu sais lire au moins ?» elle m'a demandé. « Lire et écrire, à peu près ?» j'ai répondu en relevant la tête. « Tu me demanderas si tu ne comprends pas quelque chose. »« D'accord, madame. » Sur la table, il y avait un panier rempli de carottes, de pommes de terre et un chou, et aussi un gros morceau de salé qui trempait dans une bassine. « Petit salé et légumes, ce sera ton baptême du feu. » Rien de bien compliqué, j'ai pensé en regardant les légumes. « Nous dînons à 7h30 précise, » elle a encore dit en montrant une pendule accrochée au mur. « Nous ne sommes que 2 à prendre les repas dans la salle à manger. » Elle a marqué une pause avant de continuer, comme si elle voulait se forcer à paraître triste. « Il faut que tu saches que la femme du maître est souffrante depuis quelques semaines. C'est moi seule qui lui porte ses repas. » Elle a dit en appuyant bien sur le « seul ». Les couverts et tous les ustensiles dont tu auras besoin se trouvent dans le grand bahut qui est au fond. Surtout ne casse rien. Si tu as des questions, c'est maintenant. Je me suis mordu les lèvres, mais j'ai pas pu m'empêcher. « Et pour mes gages ?» j'ai demandé. Elle a ouvert des grands yeux de chouette. J'ai vite compris que je venais de dire une énormité que j'allais regretter. Contente-toi de faire ce que l'on te demande pour l'instant et de mériter ta pitance et ta couche. Nous reparlerons de tes gages quand il sera temps, elle a dit en gloussant. Elle ressemblait plus du tout à une chouette, mais plutôt à une vieille dinde mauvaise. Elle est sortie là-dessus. Une fois seule dans la cuisine, je suis directement allée ouvrir le grand bahut pour passer en revue ce qu'il y avait à l'intérieur. Côté ustensiles, je manquerai de rien. J'ai choisi une des casseroles en cuivre pendue au mur et je l'ai posée sur le fourneau. J'ai allumé la cuisinière avec du fagot et je l'ai nourrie avec les bûches entreposées à côté. J'ai de suite versé de l'eau de la bassine dans la casserole et je me suis mise à éplucher les légumes que je plongeais au fur et à mesure dans l'eau. C'est à ce moment-là que ça m'est tombé dessus, sans prévenir. Ma famille est revenue, et les larmes se sont mises à couler d'un seul coup, pendant que je réalisais ce que j'allais devenir sans elle, loin de ma liberté, parce que même miséreuse, il y avait quand même de la liberté dans ma vie Hollande. J'en voulais à mon père, et aussi à ma mère. Je les maudissais de m'avoir fait naître, vu que tout ce qu'ils avaient à m'offrir, c'était d'être l'esclave de gens qui m'étaient rien, et qui avaient tout l'air de vouloir m'en faire baver. Je continuais de pleurer tout en épluchant les légumes, et je tremblais à pas pouvoir sortir le malheur de ma tête. Des bulles remontaient du fond de la casserole, comme si elles prenaient leur élan pour sauter en l'air, et j'aurais bien aimé qu'elles s'écrasent sur mes larmes, au lieu d'éclater pour rien à la surface. J'ai fini par me calmer au bout d'un moment, mais les mauvaises pensées n'ont pas arrêté de tourner pour autant. Tout était prêt quand ils sont arrivés. Ils se sont assis à table sans un mot, et je les ai servis. Le maître s'est mis à manger de suite. La vieille a longuement reluqué son assiette avant de goûter. À voir leur mine, ça avait l'air bon, mais ils m'ont pas fait de compliments quand même. Moi, je savais que c'était réussi, vu que la cuisine, je la faisais avec ma mère depuis belle lurette. Le maître s'est resservi,
pendant que la vieille picorait comme un pinson. À un moment, elle a posé ses couverts de chaque côté de son assiette, comme si c'était des reliques. Elle a soulevé un verre et l'a fait tourner dans tous les sens devant ses yeux d'un air mauvais. « Ces verres ne sont pas transparents. Tu devras les essuyer avec un torchon avant chaque repas. À l'avenir, je ne tolérerai plus de boire dans des verres qui ne seront pas totalement propres, » elle a dit. « Je suis désolée. Ça ne se reproduira pas, madame. » J'ai vite compris qu'en vrai, il fallait toujours qu'elle trouve quelque chose à redire. Ils n'ont pas décroché un mot de tout le repas. La vieille a quitté la table sans avoir terminé son assiette. Elle a souhaité une bonne nuit au maître. Ensuite, sans me regarder,